Je suis Agathe Keller, je suis chercheuse au CNRS. Donc j'ai une passion pour l'histoire des sciences à l'adolescence. On m'a offert un livre, un petit précis d'histoire des mathématiques avec des articles qui parlaient des mathématiques en langue arabe. Et là, j'ai vraiment été impressionnée, ou ça m'a ouvert une porte, parce que le peu que j'avais entendu parler de l'histoire des maths, c'était des histoires d'exceptionnalisme. Donc il y avait la Grèce, il y avait la révolution scientifique en Europe, et l'idée qu'il puisse y avoir d'autres pays, d'autres langues dans lesquelles il y avait des mathématiques, ça m'a... voilà, je me suis dit après, je veux travailler sur des mathématiques non européennes à l'époque, je disais. Je me suis inscrite en licence de maths. Et voilà, j'ai rencontré, en cherchant à droite à gauche, j'ai rencontré Karine Chemla. Et je savais aussi que je voulais voyager pour mes études. Et donc, je l'ai contactée en lui disant, voilà, j'aimerais travailler sur des mathématiques non européennes et voyager pour mes études. Et elle m'a dit, est-ce que ça vous dirait d'aller au Japon pour travailler sur l'histoire des mathématiques en Inde? Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé quelque part. Je travaille sur des commentaires mathématiques en langue sanscrite, et donc dans les commentaires, il y a beaucoup de grammaire traditionnelle sanscrite. Et donc pour pouvoir lire ces textes, personne à Paris ne pouvait m'aider. Et même, je dirais même plus, quand j'ai commencé à faire mes recherches dans l'équivalent du master, il n'y avait même pas de livre à Paris que je pouvais regarder où il y avait qui pouvaient me parler soit des sources secondaires sur l'histoire des mathématiques en langue sanscrite, soit des éditions de textes, etc. J'étais obligée, en fait, d'aller en Allemagne, d'avoir une bourse pour aller en Allemagne, pour pouvoir juste faire des copies d'articles et de textes. Donc, ça, c'était dans les années 90 du XXe siècle. Et bon, voilà, c'est vraiment un temps révolu, quoi. Avec la digitalisation, c'est assez extraordinaire. Je travaille sur les commentaires mathématiques en langue sanscrite. Alors, la langue sanscrite, c'est la langue élitiste, savante, au départ brahmanique du sous-continent indien. Donc, dans les traités, dans cette tradition savante, sont souvent écrits avec des aphorismes, des sutras versifiés, et ils sont conçus pour être accompagnés d'un commentaire. Donc dans les commentaires qui peuvent être en prose, mais il peut y avoir des parties versifiées, des dialogues. Il se passe beaucoup de choses dans les commentaires en général, et donc dans les commentaires mathématiques aussi en particulier. Pour ma thèse, j'ai travaillé sur le plus ancien commentaire mathématique en langue sanscrite qu'on connaît, qui date du 7e siècle. Et puis maintenant, je suis en train de faire l'édition d'un commentaire du 9e siècle par quelqu'un qui s'appelle Pritudaka. Donc dans les approches que je peux avoir sur ces sources, donc je m'intéresse à reconstituer d'abord des pratiques mathématiques. Donc très concrètement, comment est-ce que un auteur pouvait faire des calculs, est-ce que, avec quelle matière, comment il effectuait une multiplication, une division, des choses très, très simples. Je m'intéresse aussi au type d'objets qui étaient utilisés pour la réflexion mathématique et qui ne sont pas de l'ordre de la langue. Donc je m'intéresse aux diagrammes, aux tables numériques, et comme beaucoup de la pratique mathématique, en tout cas à cette époque-là, semble avoir été faite sur des tables à poussière, donc toutes ces formes un peu éphémères qui pouvaient être écrites sur ces tables de poussière et qu'on peut reconstituer avec des indices dans les textes et dans les commentaires. Une autre partie de mon travail s'intéresse aussi à la question des raisonnements, donc, et aux différentes manières dont on fait des explications mathématiques dans ces textes. Et avec cette idée que c'est des explications, des preuves, des raisonnements qui ne sont pas forcément celles qu'on attend dans des textes de mathématiques. Donc, par exemple, Bhaskara, pour montrer qu'un algorithme est juste, parce que sa manière de faire des énoncés en mathématiques, c'est d'écrire des procédures à appliquer.
Sa manière d'en faire l'explication, ça peut être par exemple d'expliquer avec d'autres algorithmes. Donc des algorithmes qui seraient des algorithmes puissants et fondamentaux. Donc de dire qu'un algorithme correspond à une règle de 3 ou à un théorème de Pythagore, une procédure de Pythagore, ça serait une manière d'expliquer. Mais il peut aussi expliquer une règle en l'inversant. Donc en faisant, on a un certain nombre de pas à faire, et en les inversant, ça peut être une manière d'expliquer. Mais bon, voilà, il y a beaucoup d'auteurs de commentaires qui ont des manières de raisonner qui sont très variées au cours du temps, et ça fait partie des choses que je m'intéresse à expliquer ou à explorer et à comprendre. À la fois parce que ça nous amène une optique sur les différentes manières dont on peut raisonner en maths, et aussi pour montrer que dans la tradition savante en Inde, il n'y avait pas une manière de faire, il y avait plein de manières de faire, et ça aussi c'est important pour moi voilà, de le mettre en lumière pour éviter ces représentations qu'on a, et c'est vrai que ça fait partie du travail qu'on fait avec Karine Chemla, avec Florence Bretel-Establé, avec beaucoup d'autres, d'essayer de déconstruire en fait des représentations homogénéisantes et nationalistes de la manière dont on faisait notamment des maths ou dont on pratiquait des sciences, notamment en dehors d'Europe. Mais une partie de mon travail aussi sur le passé est nourrie par le présent. Donc il y a toute une politisation de l'histoire des sciences en Inde aujourd'hui, qui depuis le début de mon travail m'a interpellée et que j'essaye de comprendre et que j'explore de différentes manières. Donc pour une part, je me suis intéressée à un texte qui était promu par le gouvernement nationaliste indien déjà il y a une vingtaine d'années, quand il était au pouvoir une première fois dans les années 2000, et qui est un livre qui s'appelle Mathématiques védiques. Donc mathématiques védiques, védique ça désigne l'antiquité de l'Inde, ce serait les mathématiques anciennes, et qui est un texte c'est un texte posthume, mais qui a été écrit par un personnage religieux qui est mort à la fin des années 60. Et il y a un livre qui a été publié après sa mort et qui a eu beaucoup de succès d'abord dans les milieux de la méditation transcendantale dans les années 70, aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, en Australie, et puis est revenu en Inde. Et maintenant, c'est un des best-sellers de Motilal Banarsidass, qui est une des grandes maisons d'édition en Inde. Et ce livre-là, avec tout un tas d'autres phénomènes qui peuvent sembler vraiment surprenants pour de l'extérieur, avec le Premier ministre de l'Inde actuelle, Narendra Modi, qui peut affirmer que l'Inde ancienne connaissait les thérapies géniques ou savait faire de la chirurgie esthétique parce que Ganesha, c'est un dieu qui représente une tête d'éléphant greffée sur une tête d'homme, ce genre de choses. Donc pour essayer de comprendre voilà, ces enjeux-là, bon, la question des mathématiques védiques l'aide un peu à l'éclairer parce qu'il s'agit d'une tentative de reconfessionnaliser la pratique des scientifiques, donc de quelque part remettre en question ce qui, pendant l'époque coloniale, a été... Bon, on a considéré que la tradition savante indienne, certaines personnes en tout cas, ont été inintéressante, et puis on a dit que c'était très mystique et très religieux. Donc il y a une sorte de phénomène postcolonial de réappropriation d'une tradition savante qui était la sienne, mais de vouloir la réinvestir d'une nouvelle modernité et de la réinvestir avec un cadre religieux. Je me suis aussi intéressée à la naissance de l'histoire, de la manière dont on a écrit l'histoire des sciences en Inde, et en particulier l'histoire des mathématiques en Inde. Donc à la fois sur les premières histoires des mathématiques écrites par des Indiens à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui étaient des historiographies nationalistes, donc en réaction effectivement à des historiographies qui négligeaient ou ne connaissaient pas ou ignoraient les traditions savantes en Inde. Et puis, il y a eu une troisième partie de mon travail qui est un peu en veilleuse en ce moment, peut-être qu'elle reprendra à un autre moment, et qui est de m'intéresser
à l'histoire, mais par le prisme de l'anthropologie vivante, donc par des terrains d'ethnomates que j'ai fait il y a une vingtaine d'années avec Senthil Baboo dans le sud de l'Inde. Et on s'intéressait en fait, alors déjà on faisait des constats sur ce qu'on appelait en anglais mathematical literacy, donc les connaissances de mathématiques que pouvaient avoir des gens dans des villages très très pauvres, et notamment des gens qui n'étaient pas des brahmanes, donc qui étaient des hors castes, des basses castes, et de faire un peu le répertoire de leur savoir mathématique. Et plusieurs choses sont apparues. D'abord qu'il y avait des traditions de devinettes mathématiques qui circulaient encore, qui dataient de l'époque coloniale, et qui avaient des résonances vraiment intéressantes avec les textes savants sanscrits et les problèmes qu'on pouvait y voir, donc avec un rapport un peu de provocation. Les devinettes sont toujours plus rigolotes et un petit peu voilà, provocatrices par rapport aux problèmes qu'on trouve dans les textes sanscrits. Et les problèmes dans les textes savants sont toujours beaucoup plus englobants, plus généraux, moins drôles aussi, mais plus théoriques. Mais par ailleurs, on s'était rendu compte qu'il y avait tout un tas de phénomènes liés aux unités de mesure qui expliquaient aussi des systèmes de domination. Donc, dans ces villages-là, en fait, les travailleurs sans terre avaient utilisé des unités de mesure qui n'étaient pas les mêmes que celles qui étaient utilisées par les comptables pour notamment compter comment ils étaient payés en nature, et par l'administration indienne. Et donc on voyait comment les travailleurs sans terre savaient qu'ils se faisaient rouler dans les conversions parce qu'il n'y avait pas de conversion immédiate, il y avait toujours des fractions qui étaient en jeu, et qu'il y avait donc tout un enjeu de savoir calculer avec des fractions, faire des calculs. Et donc une des choses qui m'a frappée, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'histoire, enfin une des histoires importantes qu'on connaît, parce que si je vous demande ce que vous connaissez sur l'histoire des maths en Inde, je ne sais pas ce que vous allez me dire. Très souvent, si on connaît quelque chose, c'est l'histoire du zéro, peut-être la numération positionnelle décimale, c'est la manière dont on note les nombres de manière usuelle. Il y a tout un débat pour savoir si ça vient d'Inde, de Chine, qui sont les premiers, quoi. Et du coup, quand on a écrit l'histoire des mathématiques en Inde, on a écrit l'histoire de comment dans les textes on voyait cette manière de noter les nombres. Et en fait, j'ai pu revisiter les textes et me rendre compte qu'ils parlent de nombres notés dans ce cadre-là, mais ils parlent aussi de tout un tas d'autres types de mesures et de nombres, qui sont articulés ou pas avec ça, donc qui laissent deviner des choses plus riches dans ce cadre. Donc au sein de Sphère, avec plusieurs collègues, on a créé un centre pour une histoire de la philosophie et des sciences vues d'Asie, d'Afrique, etc. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et qui est un centre où il y a beaucoup de gens, beaucoup de nos collègues de Sphère, mais aussi des gens du monde entier, en fait, qui participent à ça avec nous. Et donc l'idée, c'est d'écrire une histoire, donc comme le titre du centre le dit, une histoire de la philosophie et des sciences qui ne soit pas européocentrée ou occidentalo-centrée, mais aussi pour montrer qu'en se plaçant avec un point de vue mondialisé sur l'histoire notamment des sciences, on se pose des questions, on soulève des questions qui sont intéressantes pour tout le monde, quelles que soient les langues et les types de sources sur lesquelles on travaille. Et donc voilà, ce centre commence à gagner en dynamisme, et voilà, j'espère qu'il va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent. Voilà. Et donc je voulais finir par dire à quel point l'histoire des sciences en Inde est vraiment une discipline très ouverte. On est submergé par les textes et les manuscrits. On est très peu à travailler sur ces questions-là. Donc, sur l'histoire des mathématiques dans le sous-continent indien, il y a tous les textes qui ne sont pas du sanskrit, qui sont les langues vernaculaires, sur lesquelles tout est encore à faire et à déchiffrer. Sur les sciences astrales,
On a des centaines de milliers de manuscrits qui sont encore à éditer et à lire. Et sur des choses comme l'histoire de la physique ou de la chimie dans le continent indien, il n'y a pratiquement rien. C'est un champ ouvert où il y a plein de perles et où on a besoin de ressources et de personnes. Et c'est en contraste peut-être avec l'histoire, par exemple, des mathématiques en Grèce ancienne, où on relit et réinterprète toujours les mêmes textes. Dans le cas des traditions scientifiques dans le sous-continent indien, on est dans un terrain qui est encore à déchiffrer pour l'essentiel. Et donc voilà, venez, venez faire de la recherche sur ces questions-là.